Stéphane Bureau, quand on voit l'intensité des bombardements, quand on entend le ministre israélien de la Défense proclamer que la ville de Gaza brûle, voyant les images, Stéphane, il y a vraiment quelque chose d'encore un peu plus effrayant qui se passe aujourd'hui là-bas. Une parole libérée, disons le moins pour le ministre de la Défense, Israël Katz. C'est le prix peut-être que paient les Gazaouis pour, évidemment, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça fait longtemps, mais aussi peut-être à l'horizon beaucoup plus proche, la possibilité que plusieurs pays, dont le Canada, avec la France et l'Angleterre, reconnaissent officiellement l'État palestinien. C'est comme si Israël, devant cette possibilité de se retrouver davantage isolé sur la place internationale, a décidé de jouer son va-tout et de dire on va jusqu'au bout à Gaza. Il l'avait annoncé. Donc, ça a été un déluge de feu la nuit dernière à Gaza Cité. Et l'occupation et la destruction d'une bonne partie de la ville se profilent à l'horizon. Je dirais occupation probablement de l'ensemble du territoire de Gaza, ce qui pourrait paradoxalement aussi se transformer en bourbier pour l'armée israélienne, qui est pour l'essentiel des gens qui ont été rappelés de leur vie civile. Donc, Israël cumule les exploits tactiques, mais à l'horizon stratégique, on se demande s'il y a de la paix pour les Israéliens au bout du tunnel. L'autre question également, Stéphane, ça va s'arrêter où au plan humain? Les Juifs qui ont subi la pire abomination de l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'égard d'un peuple ou à peu près, là. Mais ce gouvernement-là, cette armée-là va s'arrêter où en ce moment? J'aimerais certainement avoir une réponse et je t'assure que ceux qui vivent à Gazaoui pensent que cette réponse est encore plus pressante. Aujourd'hui, tu le sais, Paul, une commission d'enquête qui avait été diligentée par les Nations unies est arrivée à la conclusion qu'on peut employer le mot en G, génocide, qui n'est pas un mot compte triple au Scrabble, mais un mot compte triple dans le jargon du droit international. C'est la dernière frontière qu'on ne veut pas franchir. Évidemment, les Israéliens sont vent debout contre l'idée que ça soit une méthode génocidaire, mais ce qui se passe sur le terrain, évidemment, pose des questions. Parce qu'à l'origine, c'est une opération militaire déclenchée pour répondre à l'attaque du 7 octobre. Il y avait évidemment de la vengeance, on peut le comprendre, mais surtout officiellement l'idée d'éradiquer le Hamas. Le Hamas n'a pas été éradiqué, mais substantiellement affaibli. Les risques que le Hamas puisse encore téléguider des attaques de Gaza sur Israël ont à peu près été tous éliminés. Il n'y a plus de risques. Il y a encore des militants, puis probablement une génération qui est venue au monde dans les dernières années et qui voudra en découdre pour longtemps avec Israël. Mais la possibilité qu'ils disent on les a complètement éliminés, elle n'existe pas. Alors, quel est l'horizon stratégique de Tsahal, de l'armée israélienne à Gaza et surtout du gouvernement de M. Netanyahou? Parce que les questions que tu poses, elles se posent en Israël aussi. Il y a une partie importante de la population civile israélienne qui se dit il faut que ça arrête, ça n'a aucun sens. Mais il y a un gouvernement et un individu en particulier, Bibi Netanyahou, dont la survie personnelle, pas que politique, dépend de maintenir la guerre. Stéphane, Netanyahou ne pourrait pas agir de la sorte. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est parti quelques heures avant la déferlante de bombardements sur la ville de Gaza. Donc, mais il ne pourrait pas agir sans l'appui tacite des Américains. On s'entend là-dessus? C'est pas un appui tacite, parce que la semaine dernière, peut-être l'as-tu remarqué, l'ambassadeur américain en Israël, M. Huckabee, a dit, par exemple, sur la question de la Cisjordanie, s'il fallait qu'Israël décide d'occuper la Cisjordanie, de faire main basse sur ces territoires qui sont sous autorité palestinienne pour une grande partie, on parle de l'autorité palestinienne et non pas du Hamas, les États-Unis n'auraient rien à dire. Or, c'était une ligne rouge à ne jamais franchir, qu'aucune administration américaine n'a jamais laissé Israël franchir. Et l'on dit, pas de souci. Et on peut soupçonner que ça a été discuté au cours des 48 dernières heures avant que Marco Rubio ne quitte ce matin Israël. C'est donc évidemment l'appui quasi inconditionnel de l'Amérique de Donald Trump à Israël, malgré qu'on essaie à Washington et au sein de la Maison-Blanche de dire il y a des limites à ne pas dépasser. Par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière au Qatar quand les Israéliens ont bombardé l'équipe de négociateurs du Hamas, apparemment sans que les Américains ne soient prévenus. Et hier, Axios, le média américain, disait
Bibi Netanyahu et Donald Trump se parlaient 50 minutes avant l'attaque. Donc, difficile de plaider qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils n'auraient pas pu arrêter cette opération militaire. Alors, pendant qu'on passe à une nouvelle phase encore plus dévastatrice à Gaza, Donald Trump est arrivé il y a quelques heures maintenant à Londres enfin, au Royaume-Uni, parce qu'il n'est pas à Londres. Hein. Il évite Londres, trop dangereux, s'en va directement au Château Windsor, invité par la famille royale qui, je te vois réagir, Stéphane, qui évidemment est britannique. Mais remarque, il ne faut pas une grande psychologie pour comprendre que tu déploies tes plus beaux apparats et tu vas plaire à Donald Trump. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On a certainement flatté sa vanité. Avant de partir, il disait Windsor, c'est mieux que Buckingham, puisqu'il était allé à Buckingham la dernière fois. Deuxième visite d'État. C'est une première dans l'histoire pour les Anglais. C'est un honneur, généralement, qu'on réserve qu'une seule fois aux chefs d'État ou de gouvernement qui viennent à l'invitation du roi ou de la reine pendant très longtemps. Ça a fait le plus grand bonheur de Donald Trump. Et quand Keir Starmer, le premier ministre, est allé avec cette invitation du roi Charles dans sa poche revolver, c'était à l'époque en espérant négocier un meilleur deal commercial avec l'Angleterre, ce qu'il a apparemment réussi à faire, puisque les produits anglais sont taxés à hauteur de 10 contrairement à ceux qui viennent de l'Europe, qui sont à 15 Et avant de prendre l'avion aujourd'hui, que disait Donald Trump? Ah, peut-être qu'ils auront besoin d'un coup de pouce, mes amis anglais, sur la question de l'acier et de l'aluminium, parce que les tarifs sont pour ces deux affaires à 25 On va peut-être les écouter et leur donner ce coup de pouce. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi une réunion de travail, parce qu'il y aura les mondanités, avec beaucoup de choses entre l'Angleterre et Trump qui voudraient discuter. Entre autres, est-ce que l'Angleterre va aller jusqu'au bout dans sa menace, parce que c'en était une devant les Américains, de reconnaître officiellement l'État palestinien la semaine prochaine aux Nations unies. Je suis certain que Donald Trump va peser de tout son poids pour convaincre Starmer de ne pas le faire. Ça déplaît souverainement aux Américains. En terminant, ce serait intéressant de voir un peu, parce que tout le protocole, évidemment, Donald Trump, lors de sa première visite, avait osé toucher à la reine, on s'en rappellera, ce que tu ne fais pas, Stéphane, je te préviens tout de suite. Mais bon, on pardonne tout à toi, faut lui donner ça, il a du front tout le tour de la tête, et puis, au fond, il est reçu comme un empereur par la famille royale britannique, là, si on résume. Il est reçu comme un empereur par la famille royale qui, évidemment, a été mandaté pour le faire. C'est évident qu'il y a eu des communications entre le premier ministre et la famille royale il y a quelques mois pour dire, écoutez, on a besoin d'un coup de pouce, pourriez-vous faire un effort? Et cet effort va être déployé dans toute sa splendeur. À Windsor, ils pourront parler, Charles et Donald Trump, de rénovation. Ils aiment ça, parce que le président a entrepris de se construire une salle de bal à la Maison-Blanche. Il y a des arbres qui ont d'ailleurs déjà été abattus. Puis à Buckingham, le prince Charles, qui aime beaucoup l'architecture, fait exactement la même chose. Il y a des petits travaux de rénovation. On ne veut pas avoir une idée de la note totale, tant à Washington qu'à Buckingham. Fait qu'il y aura plein de choses à dire. Mais il y aura aussi, jeudi, un grand dîner où on retrouvera plusieurs personnalités du monde des affaires. Sam Altman de ChatGPT, le patron d'NVIDIA. C'est pas un hasard, parce qu'on veut créer des alliances avec le Royaume-Uni en matière d'intelligence artificielle et en matière de commerce. Et c'est une visite qui se déroule presque à huis clos. Hein? Oui, beaucoup de faces. Il y aura une promenade dans le carrosse. Loin des royal. foules. Loin des foules, hein, pour éviter des manifestations, tout ça. Stéphane Bureau, oui. Je vous transmets mes royales salutations. Hein? J'allais dire, pour éviter une montgolfière d'un poupin Trump dans sa couche, comme on l'avait vu la dernière fois qu'il s'était présenté à Londres. Je pense que c'est un spectacle qu'il n'avait pas aimé. Donc, il n'y a pas de chance qu'il puisse voir ça à la campagne, derrière les murs d'enceinte à Windsor. Oui, Trump n'avait pas apprécié, mais il y en a plusieurs qui avaient quand même pas mal ri de ce coup-là assez fumant. Merci, Stéphane Bureau. Merci.